Je remercie donc le responsable de la commission scientifique pour l'organisation de cette session et pour mon invitation donc à parler des infections neuroméningées chez l'immunodéprimé et notamment donc de cette stratégie diagnostique. Alors, pour passer les diapos, c'est ça. On va essayer de voir 4 points ensemble. Avant de voir les questions clés pour le diagnostic et la prise en charge initiale de ces patients, on va dire un mot d'épidémiologie, puis on va tenter d'identifier 2 situations. Des patients donc avec des lésions cérébrales, on va dire focales, multifocales, abcédées, des situations d'infection, on va dire diffuses, à type d'encéphalite ou de méningoencéphalite. Alors en introduction, bien sûr, il faut connaître l'épidémiologie de ces infections pour la prise en charge des patients. Et donc, on a des données chez le patient infecté par le VIH. Le premier message que je voudrais faire passer chez ce groupe de patients, c'est qu'on a toujours en tête que les multithérapies antirétrovirales ont transformé l'épidémiologie des infections opportunistes du système nerveux central, notamment avec une décroissance très nette de ces événements chez les patients suivis chroniquement avec une infection VIH. Quand on regarde en réanimation après l'an 2000, en fait, quel est le profil des étiologiques, donc des patients admis, on voit que ces infections classantes SIDA, eh bien, elles restent quand même relativement fréquentes. Ici, c'est un petit peu moins d'un patient sur 2. 42% des patients en 2000, ici hospitalisés à Bichat, ont une infection opportuniste classique. Et donc, ça reste un problème fréquent chez nos malades admis pour défaillance neurologique en réanimation. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, sans surprise, on voit des choses qu'on connaît encore. Et la toxoplasmose cérébrale, ça reste le diagnostic principal, un malade sur 5 dans cette cohorte. Et les autres pathologies dont on va parler, et donc je dois faire des choix pour des raisons de temps, c'est la méningite tuberculeuse et la cryptococose notamment, qui posent problème chez ce type de patient. Chez le malade transplanté d'organes solides, les choses sont très différentes, comme vous le savez. Et ici, c'est une revue de la littérature qui est publiée récemment dans CID, qui fait un petit peu le point sur les pathogènes qu'on va rencontrer. Et donc le message chez les transplantés d'organes solides, quand on parle d'infection opportuniste du système nerveux central, eh bien c'est l'aspergillose qui arrive en tête. Alors avec des incidences qui sont heureusement pour les patients très faibles, donc 0,2% ici quand on agrège les données, et puis un délai de survenue qui est relativement court par rapport à la transplantation. En médiane, on peut retenir 6 mois, ou la première année où les patients sont à l'acmé du risque et donc à l'acmé de leur immunosuppression. Les autres pathogènes qui sont très pertinents, c'est la cryptococose aussi, comme on voit ici, des infections fongiques émergentes et la nocardiose. Donc clairement, le type d'immunosuppression et les pathogènes rencontrés sont très différents quand on parle d'infection du système nerveux central, et donc il va falloir bien sûr s'orienter avec ces données. Sur le plan du pronostic, rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle d'infection du système nerveux central, le pronostic est essentiellement lié à la présentation clinique. Et donc on parlait beaucoup d'admission précoce dans les présentations précédentes. Et donc j'ai pas de données sur l'admission précoce pour les maladies, en termes de défaillance neurologique, mais néanmoins, un malade qui a une hypertension intracrânienne avec une suspicion d'infection du système nerveux central, eh bien, vous voyez que c'est un facteur indépendant de mortalité, et c'est le seul facteur quand on ajuste sur le SAPS qui ressortait dans cette étude. Quand on prend la toxoplasmose, ici dans une étude multicentrique qu'on a réalisée il y a quelques années, eh bien, le seul facteur, encore une fois, c'est le coma, le score de Glasgow inférieur à 8. Donc il ne faut pas attendre que les malades soient comateux pour les prendre en charge. C'est probablement déjà trop tard. Quand on regarde chez le transplanté, et donc j'ai choisi une étude juste pour illustrer le pronostic. Ici, une cohorte de la Mayo Clinic, 300 patients transplantés cardiaques, avec une mortalité à 15 ans qui est estimée donc à 60%. Les 2 facteurs pronostiques dans cette analyse de Cox multivariée sont la survenue, certes rare, 8 patients dans la cohorte d'une infection du système nerveux central, et les convulsions, donc qui en termes de défaillance, l'état de mal épileptique, semble aussi très pertinent sur le plan pronostic. Donc coma, état de mal épileptique, hypertension intracrânienne, ces 3 signes qui doivent très clairement alerter et plaider pour prendre les malades en charge tôt en réanimation. Alors les questions clés pour le diagnostic et la prise en charge initiale, eh bien, il y a des choses très simples, et ce n'est pas spécifique aux infections du système nerveux central, mais néanmoins, il faut avoir, quand on a vu les données épidémiologiques initiales, une idée de l'histoire de la transplantation notamment, quelle était son ancienneté, et s'il y a eu des complications récentes, avec notamment des rejets, des traitements itératifs par corticoïdes ou immunosuppresseurs qui vont augmenter le risque d'infection du système nerveux central. Dans notre expérience, c'est toujours dans la première année que les problèmes arrivent au niveau pour les infections opportunistes du cerveau.
Là, des exemples assez classiques, hein, mais pour ce qui reste vrai, pour le VIH, le taux de CD4, ça oriente très très bien et ça vous permet d'éliminer certaines infections. La toxoplasmose au-dessus de 200 CD4, ça, en règle, ça n'existe pas. Et puis pour la cryptococcose, on a classiquement moins de 100, voire moins de 50 comme cutoff en tête, et moins de 50 aussi pour les infections virales, notamment CMV-LM, chez des patients qui sont non traités, hein, qui arrivent vierges de tout traitement antirétroviral. Pour les infections du système nerveux chez les transplantés, eh bien, encore une fois, le timing, j'en ai parlé, hein, c'est clairement ici proposé 6 mois dans cette revue, mais c'est jusqu'à 1 an, et on est au risque maximal. Alors la prophylaxie, eh bien, ils arrivent souvent avec beaucoup de traitements. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui permet de discriminer certaines infections pour le système nerveux central? Eh bien, peut-être. Le Bactrim, en général, confère un certain degré de protection contre la toxoplasmose, l'hystéria et l'anocardia. Il y a une étude récente qui montre un petit peu que ce degré de protection est en fait assez relatif. Le traitement anti-CMV, la prophylaxie, prévient de certaines infections herpès virus, notamment au niveau neuroméningé. Donc c'est des choses qui peuvent un petit peu orienter. Et les azolés, qui sont en tout cas en transplantation d'organes solides, largement prescrits chez les transplantés pulmonaires contre certaines infections fongiques ici. Petit élément d'orientation. Les signes cliniques d'infection classiques, ils sont en général absents, et donc ça, il faut avoir les explorations très très larges. Ne vous attendez pas à avoir des syndromes méningés caricaturaux, de la fièvre. C'est des malades qui arrivent avec des tableaux très torpides, de confusion isolée, notamment pour tous ces problèmes d'immunosuppresseurs, de corticoïdes, de défaillance d'organes associés, troubles métaboliques, et donc vraiment aller très rapidement aux examens complémentaires. Un des points clés, c'est, ici c'est juste un exemple, pour vous montrer un malade à la phase aiguë d'un rejet. Accéder à l'examen clinique de ce malade et à l'évaluation neurologique clinique, ça va être très très difficile. Certains d'entre vous auront reconnu le docteur Mariotte, qui travaille maintenant en réanimation à Saint-Louis. Un des points clés, c'est de savoir si on se trouve dans le cadre d'une infection du système nerveux confiné au système nerveux central, isolé, ou s'il existe des signes extra-neurologiques pour lesquels on va pouvoir finalement faire le diagnostic beaucoup plus rapidement. Et donc, par exemple, dans le cas d'une aspergillose disséminée, c'est la biopsie cutanée, ici, et bien, qui va permettre d'avoir le diagnostic, ce patient qui se présente avec un tableau de coma et des nodules douloureux indurés, ici, que vous voyez très bien sur son bras. Les deux examens qu'il faut discuter, donc c'est bien sûr l'IRM avec injection de produits de contraste, l'examen principal, et la ponction lombaire quand elle est faisable. Au terme de tout ça, il faut être capable de classer le patient dans 2 cases. C'est très très schématique. La première case, le patient a un syndrome multifocal avec des lésions abcédées, de l'effet de masse. Et là, clairement, la prise en charge, elle est multidisciplinaire avec une discussion neurochirurgicale qu'il faut avoir assez rapidement. Un processus plus diffus de type méningoencéphalite où l'IRM peut être normale ou montrer des lésions, mais globalement, il y a peu ou pas d'effet de masse. Il n'y a pas de boule, entre guillemets, pour être très schématique chez ces patients. Et donc, ce sont des étiologies qui sont très différentes. Alors, rapidement, les abcès et les lésions focales, eh bien, des choses simples. Quand on arrive avec des lésions multifocales, une lymphopénie, un test rapide VIH positif, on reste dans des choses classiques. Et là, l'évolution sous traitement probabiliste, ça reste quelque chose qui est raisonnable, avec des tableaux de toxoplasmose cérébrale inaugurale qu'on voit encore beaucoup. On m'a demandé de traiter donc les critères diagnostiques, la stratégie diagnostique, et donc il y a 2 choses qui sont importantes. La PCR toxoplasma gondii dans le LCR, ne pas s'en passer quand la ponction lombaire est faisable, et la réponse au traitement d'épreuve reste quelque chose qui est encore d'actualité, vous voyez, dans des recommandations qui ont été updatées en 2016. Alors la question qui est clé, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut appeler le neurochirurgien, quand est-ce qu'il faut faire une ponction diagnostique neurochirurgicale. Et donc il y a des choses qui sont relativement recommandées. En termes de diagnostic, bien sûr pour faire le diagnostic de certitude, et c'est quand l'infection est localisée au système nerveux central, quand on n'a pas de signe extra-neurologique, qu'il va falloir la diagnostiquer rapidement. Il y a un effet drainage et réduction de l'inoculum dans certaines infections difficiles à traiter, notamment l'aspergillose. Et puis bien sûr, un effet de décompression, diminution de l'effet de masse chez des malades qui arrivent en hypertension intracrânienne avec déviation de la ligne médiane et coma profond par exemple. Alors si on résume rapidement, il faut la discuter très rapidement pour décompression chirurgicale s'il y a des signes cliniques d'engagement. Rapidement, on va dire, dans les heures ou les jours, 24-48 premières heures, en cas d'immunodépression non VIH, en cas de patients avec des lésions multifocales, une sérologie toxoplasma négative, et bien sûr dans toute situation atypique ou de situation neurologique sévère pour lequel attendre n'est vraiment clairement pas une option sous un traitement probabiliste et sans diagnostic de certitude.
Ici, c'est un patient qui arrive avec un tableau d'hypertension intracrânienne, un patient transplanté cardiaque. On est à 1 an. Il a une prophylaxie par cotrimoxazole. On voit un tableau de lésion multifocale avec un tableau d'hypertension intracrânienne. Et c'est la ponction d'une petite collection sous-cutanée qui va faire le diagnostic de nocardiose. Et donc ici, on va se passer de la ponction biopsie à visée diagnostique. Un autre patient, c'est vraiment des illustrations, 45 ans, 6 mois post-transplantation cardiaque, tableau fébrile, coma, trouble neurologique, inémie parésie gauche, une ponction lombaire qui est très inflammatoire, un examen direct négatif, je vous laisse lire les chiffres. Vous voyez ici des lésions multifocales en scanner et en IRM. Ici, il a une atteinte respiratoire associée qui va être en fait investiguée, bien sûr. Et là, c'est les biomarqueurs, le lavage, qui vont nous faire porter le diagnostic d'aspergillose invasive avec localisation neurologique. Et donc là, clairement, la biopsie cérébrale diagnostique n'est pas nécessaire. Néanmoins, chez ce patient, il faut quand même, on va être amené à discuter avec le neurochirurgien dans les heures ou les jours qui suivent l'admission en réanimation pour une chirurgie décalée à visée de réduction d'inoculum. C'est un pathogène qui est, comme vous le savez, très très difficile à traiter au niveau du système nerveux central. Et on a pour ça des données observationnelles qui nous engagent à le faire. Pour terminer, les méningoencéphalites, alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Eh bien, on a la chance pour les méningoencéphalites d'avoir des recommandations qui sont récentes et qui ont été updatées en 2013 par un groupe d'experts dans lesquels il y a des infectiologues, des réanimateurs, des neurologues. Et donc ça, c'est ce qui est proposé de faire quand on a accès au LCR chez tous les patients. Donc, collecter beaucoup de LCR, mesurer la pression d'ouverture qui est un paramètre pronostic très simple à recueillir aux urgences. Et par exemple, dans l'exemple caricatural de la cryptococose, ça reste encore un élément pronostic majeur. Et donc laisser un patient avec une HTIC mesurée à la ponction lombaire en salle d'infectiologie, ça reste, à mon sens, quelque chose qui n'est pas acceptable en 2017. Il faut bien sûr rechercher les pathogènes classiques, non spécifiques des immunodéprimés, et donc les PCR virales HSV, VZV, la culture bactérienne, l'antigène cryptocoque, et si le patient est immunodéprimé entre guillemets au sens large, la liste des PCR virales suivantes, le toxoplasma, la tuberculose sur laquelle je vais revenir si j'ai le temps, et les cultures fongiques, en sachant qu'un patient peut avoir plusieurs choses, plusieurs diagnostics, une co-infection virale ACMV par exemple, dans le cas d'une encéphalite d'autres causes. Alors quand on regarde la fréquence des co-infections au niveau du système nerveux central, on peut lire des pourcentages dans les études jusqu'à 15%. Dans notre expérience, c'est un petit peu moins de 5% de patients qui ont 2 prélèvements positifs dans le LCR à la phase aiguë d'une méningoencéphalite dans un contexte d'immunodépression tout venant. Alors moi j'attends beaucoup de ces méthodes de diagnostic rapide pour le système nerveux central, des PCR multiplex, la diapositive passe pas très bien, qui ont été testés ici pour la première fois dans une population de malades infectés par le VIH très immunodéprimés en Ouganda, où par une méthode de diagnostic multiplex délocalisée, on peut avoir 14 pathogènes bactériens, viraux et le cryptocoque qui vont être screenés avec un rendu qui est de l'ordre de l'heure ou des 2 heures, donc très rapide, et donc qui permet, en plus de screener beaucoup de pathogènes qui sont pertinents chez l'immunodéprimé, probablement de ne pas débuter des traitements qui sont potentiellement neurotoxiques, les fortes doses de bêta-lactamine par exemple, ou l'acyclovir qui peut s'accumuler bien sûr dans un contexte d'insuffisance rénale. Ces études sur les PCR multiplex, eh bien, on en voit de plus en plus. Ça, c'est la plus récente que je vous cite, où il y a dans ce travail plus de 1500 échantillons de LCR qui ont été testés. Et quand on regarde donc les sensibilités et les spécificités qui sont rapportées dans ce papier, eh bien, on est très convaincu et donc on a très envie de tester ces méthodes diagnostiques rapides dès l'admission aux urgences chez des patients qui ont des suspicions d'infection du système nerveux central. Pour ce qui est de la tuberculose, qui, vous l'avez vu, n'est pas bien sûr testée dans ces méthodes rapides, qu'est-ce qu'il faut retenir dans les infections graves chez l'immunodéprimé? Eh bien que le LCR standard n'est absolument pas diagnostique. Le côté méningite, lymphocytaire, hypoglycorachique, c'est quelque chose qui, dans les formes graves, n'est pas du tout vérifié. Ici, c'est les guidelines de la BTS qui vous montrent un petit peu la formule qu'on peut voir chez ces patients, et donc on voit de tout, de l'inflammation très aiguë à neutrophile, et le seul critère qui semble un petit peu, on va dire, discriminant, c'est l'hypoglycorachie profonde qui est quasiment constante. Dans les méningoencéphalites, et ça donc c'était pour parler de la tuberculose, c'est l'IRM cérébral qui va vous orienter bien plus rapidement que la culture et le temps de récupérer les PCR avec des patterns lésionnels.
hein. Par exemple ici, donc c'est des exemples qui sont un petit peu caricaturaux, mais ces arachnoïdites, ces lésions obsédées de la base, cette hydrocéphalie, c'est des choses qui sont caractéristiques, qui vont faire évoquer le diagnostic et faire débuter le traitement beaucoup plus rapidement que les cultures BK que vous mettez donc des semaines à récupérer parfois. Je vais terminer puisqu'on arrive au terme de la présentation. Donc pour résumer, les infections du système nerveux central sont rares, mais sont associées à un pronostic très sévère. C'est un facteur indépendant de mortalité chez le transplanté d'organes solides. Elles répondent à une approche diagnostique qui doit être standardisée, basée donc bien sûr sur l'IRM avec injection précoce, la biologie moléculaire et l'accès donc au LCR quand la ponction lombaire est réalisable. Il faut essayer autant que possible, c'est un petit peu caricatural, d'identifier 2 grands syndromes. Tableau d'HTIC avec lésions multifocales, du tableau de méningoencéphalite plus diffuse. Et très clairement, la place des diagnostics moléculaires rapides est à préciser dans cette population de patients. Je vous remercie.